Alors, j'allais dire mes chers collègues, je dirais ma chère collègue, puisque, évidemment, c'est que l'actualité brûlante des retraites aujourd'hui, en ce jour particulier, occupe beaucoup les groupes parlementaires. Nous auditionnons aujourd'hui donc des avocats qui ont assuré la défense des messieurs Alessandri, Colonna et Ferrandi. Donc nous souhaitons donc la bienvenue à Maître Sylvien Cormier, Madame Françoise Davidou et Patrice Spinosi. Monsieur Barbolos ayant contracté le Covid-19, il ne peut être présent aujourd'hui. Évidemment, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Maître, vous avez donc une parfaite connaissance du dossier relatif à ce qu'on a appelé le commando Erignac, au sens de la gestion évidemment judiciaire dans son ensemble, et de manière plus particulière, en fonction des clients que vous avez défendus, des dossiers individuels de chacun des membres. Au-delà de l'agression subie par Yvan Colonne à la maison centrale d'Arles, au stade où nous en sommes, et après les auditions dont vous avez eu connaissance, votre vision, vos analyses, vos reculs historiques aussi également, seront précieux pour tenter de comprendre la manière dont le cas de ces détenus a été géré au cours du temps par les pouvoirs publics et politiques, puisque cette commission d'enquête parlementaire a la vocation à faire la lumière sur ce qui s'est passé dans son champ de compétences, mais aussi dans la trajectoire historique des choses qui fait que nous en sommes arrivés là en mars 2022. Évidemment, nous pensons à la question des refus systématiques et obstinés de levée de statut de DPS, auxquels ceux-ci étaient soumis. Vous n'êtes pas sans savoir les échanges que nous avons pu avoir sur ce point avec l'ancien Premier ministre, mais aussi avec d'autres acteurs. Je pense au syndicat de la magistrature hier, par exemple, qui a été une audition nourrie et assez dense sur ce point. Nous pensons également aux fins de non-recevoir opposées à toutes les demandes d'aménagement de peine, jusqu'à effectivement l'épilogue que l'on connaît, ou de rapprochement géographique et familial, même en l'état du statut DPS. Nous pensons aussi à certains événements qui nous ont troublés, c'est-à-dire quand on est revenu sur on va dire, en termes d'archéologie des contentieux, notamment le cas de l'avis du tribunal administratif de Toulon en 2013 ou 2014, je ne sais plus, sur la vraie fausse commission locale DPS de Toulon, en 2011 par exemple. Bon, évidemment que nous savons tous ici qu'on ne peut pas revenir sur le passé, on ne peut pas changer ce qui s'est passé, néanmoins il y a un besoin de reconnaissance de ce qui s'est passé et de donner la vraie dimension en termes de gestion de ce qui s'est passé concernant ces détenus, évidemment, parce que c'est le travail de cette commission d'enquête, et que l'on sait tous que si les choses s'étaient passées autrement, notamment concernant donc Yvan Colonne, il serait certainement vivant parmi nous encore aujourd'hui. Donc c'est un point adjacent, mais un point important. Et puis évidemment, pour œuvrer pour l'avenir, puisque nous avons vocation, et là je parle aussi, même s'il n'est pas là pour le rapporteur, à fonder des recommandations pour l'avenir, et donc évidemment vos préconisations quant à l'évolution de certains statuts, régimes ou pratiques nous permettront d'enrichir aussi notre réflexion. Donc sans plus attendre, mettre en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander successivement de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie chacun à votre tour d'activer votre micro, de lever la main droite et de dire « Je le jure ». Je le jure. Si vous... Et je le jure. Merci. Donc, dans l'ordre que vous souhaitez, on peut commencer vos exposés pour une dizaine de minutes environ. Alors, si je puis me permettre de commencer, donc je suis Patrice Spinosi, je suis avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et j'ai défendu Yvan Colonna depuis son premier procès en fait de cassation, c'est-à-dire que nous sommes alors en 2009 et j'ai défendu donc devant la Cour de cassation le pourvoi qu'il avait formé contre le premier procès d'appel qu'il avait condamné à une peine de réclusion criminelle perpétuelle assortie d'une période de sûreté de 22 ans à l'époque.
et dont nous avons obtenu la censure. Et puis il y a eu donc un troisième procès qui était le deuxième procès d'appel où il a été condamné de nouveau à une peine d'emprisonnement perpétuel, cette fois sans qui n'est pas assortie d'une période de sûreté de 22 ans, donc qui était alignée avec celle qui avait été retenue pour les autres membres du commando Erignac. Par la suite, on a refait un pourvoi qui a été rejeté. On a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une enquête qui n'a pas abouti. À partir de ce moment, donc nous sommes en 2012, lors du rejet du deuxième pourvoi, Yvan Colonna devient définitivement condamné. À partir du moment où il est définitivement condamné, il quitte le statut de pénitentiaire qui était le sien pour entrer dans celui d'une personne qui n'a plus à être dans une maison d'arrêt, mais qui a vocation à être transférée dans un établissement pour peine. À l'époque, il était emprisonné à Fresnes, et donc va se poser la question du lieu de son incarcération. Et c'est le moment où il va donc faire l'objet d'un transfert à Arles en 2012-2013, suite à sa condamnation définitive. Alors, je pense que, je le reprécise, parce que pour ne pas avoir forcément suivi toutes les interventions, mais je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un lien évident, et je pense que chacun l'a bien compris, entre le statut d'EPS et la question de l'incarcération en Corse, qui était évidemment la finalité d'Yvan Colonna, comme j'imagine de l'ensemble des autres membres du commando. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes classé DPS, donc détenu particulièrement signalé, le principe c'est que la circulaire impose que vous soyez détenu dans un établissement qui n'est pas n'importe quel établissement pour peine, mais qui est nécessairement une maison centrale. Donc une maison qui présente des garanties de sécurité particulières pour des détenus qui sont manifestement particulièrement dangereux ou qui présentent un risque particulier de s'échapper. Or, la prison de Borgo n'est pas une maison centrale. Et il n'y a pas de maison centrale sur l'île. Donc à partir du moment où on maintient le statut d'EPS administratif à l'encontre d'Yvan Colonna, mais le raisonnement est exactement le même pour tous les membres du commando, et bien nécessairement, on vient vous dire, non mais attendez, nous, c'est pas qu'on ne veut pas rapprocher Yvan Colonna, c'est qu'on ne peut pas rapprocher Yvan Colonna, puisqu'il a un statut d'EPS, et que ce statut lui interdit d'être incarcéré en Corse. Donc, il faut bien comprendre qu'à partir de 2013, notre but, en réalité, a été d'essayer de faire tomber le statut d'EPS, mais non pas pour le statut d'EPS lui-même, uniquement pour déverrouiller la possibilité d'être incarcéré à Borgo, sachant qu'en tout cas la volonté d'Yvan Colonna était d'être rapproché de sa famille. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, sa difficulté, c'est le moment où il vient d'avoir un jeune enfant. Évidemment, les trajets Corse-Continent sont relativement onéreux et compliqués. Et donc, son but était de pouvoir être incarcéré au plus proche des siens, et donc encore ceux qui étaient bloqués par le statut d'EPS. Alors, en termes pratiques, on a engagé un certain nombre d'actions, puisque le statut d'EPS, ça, je pense aussi, ça a dû être largement dit. C'est un statut qui est un des statuts dérogatoires. Je ne sais pas si dans le cadre de vos auditions, vous avez eu une information claire sur le nombre, de la part de l'administration pénitentiaire, sur le nombre exact de personnes qui étaient placées sous ce statut, au moins au moment des faits dont nous parlons. Il est de l'ordre de plusieurs centaines de détenus, globalement, selon les chiffres que l'on peut avoir, mais qui sont évidemment très peu transparents. Et donc cela représente un statut qui est un statut existant, mais assez peu, enfin, sur les 70 000 détenus, évidemment, c'est assez exceptionnel. Et donc, le statut, il est donc dérogatoire, il entraîne un certain nombre de mesures en termes de surveillance, et comme il est dérogatoire, il est nécessairement temporaire. Il a vocation à être renouvelé tous les ans.
Et donc tous les ans, il y a une obligation de révision de la situation du détenu, donc d'Ivan Colonna et les autres membres du commando. Et donc tous les ans, il y a une audition et une nouvelle décision qui est prise, qui tente à reconnaître ou non le statut de DPS pour la personne. Donc cette décision, elle est prise par le garde des Sceaux. Donc c'est effectivement, nous sommes dans la hiérarchie en fait sur les autorisations et les décisions prises par l'administration pénitentiaire. Nous sommes ici à la hiérarchie maximale, donc c'est nécessairement un acte du garde des Sceaux lui-même pour renouveler ce statut DPS. Et nous avons assez systématiquement attaqué ce renouvellement, enfin ces statuts et son renouvellement depuis 2013. Voilà. Donc je reprenais un peu là les différentes procédures que l'on avait engagées et nous les avons attaquées en donc le statut de 2002. Alors le statut de 2012, ça a commencé en 2012. Donc, le statut de 2012 a été attaqué, le statut de 2013 a été attaqué, le statut de 2014 a été attaqué. Le statut de 2015 a été attaqué. Nous n'avons pas attaqué le statut de 2016 et 2017, et je vous dirai pourquoi. Puis nous avons réattaqué 2018 et 2020. À chaque fois, notre argumentation était globalement à peu près la même. C'est-à-dire que pour justifier le statut de DPS d'Ivan Colonna, l'argumentation qui était retenue par le ministère était globalement toujours identique. Et c'était tout le problème pour nous. Donc les différents arguments qui étaient avancés, pour vous donner un exemple qui avait été retenu pour le statut de 2013, mais globalement les statuts en tous étaient les mêmes. Il était retenu premièrement l'appartenance de l'exposant à la mouvance terroriste corse. Deuxièmement, les risques d'une éventuelle soustraction à justice, qui était nourrie par le fait qu'il était considéré qu'il avait fui entre mai 1999 et 2003, donc avant son arrestation. Et enfin, la troisième série d'arguments, c'était le trouble à l'ordre public et le trouble que provoquerait dans l'opinion l'évasion du fait de la très grande médiatisation de l'affaire et du fait de la très grande gravité des faits pour lesquels il était mis en cause. Et globalement, alors, pour y avoir été, je pense que mon confrère Sylvain Cormier pourra le dire de la même manière, puisqu'il y a été aussi, puisqu'il y a donc, pour chaque renouvellement une audition contradictoire, les décisions étaient globalement toujours répétées. Alors notre idée, en fait, ce qu'on a essayé de faire valoir, et ce qui nous semblait parfaitement justifié en droit, c'était de dire, écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le statut DPS est un statut nécessairement temporaire, et dans ces conditions, il doit nécessairement être motivé en considération d'éléments qui sont des éléments d'actualité. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, à savoir la mouvance terrorisme, la fuite dans le maquis, le trouble à l'ordre public d'une éventuelle évasion, ce sont des arguments qui sont des arguments généraux que vous pouvez utiliser jusqu'à la fin de la vie d'Ivan Colonna. Si le statut de DPS il est justifié de cette manière-là, ça veut dire qu'il est en pratique DPS à vie, parce qu'il n'y a aucune raison pour que quoi que ce soit change. Il ne va pas... la mouvance terroriste ou la fuite dans le maquis ou le fait qu'on parle de l'affaire Colonna, ça ne va pas changer. Donc ça, c'est ce qu'on a un peu développé de façon assez régulière devant toutes les juridictions de l'ordre administratif, tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État. Et en pratique, c'est pour ça que je vous disais qu'on s'est à un moment un peu arrêté, c'est qu'on a été donc jusqu'au Conseil d'État, et au fond, au Conseil d'État, le Conseil d'État n'y a rien vu à redire. Donc, à un moment, on s'est dit, bon ben voilà, malgré ça, malgré nos arguments, il y a
une impossibilité de trouver une solution juridique pour essayer de déverrouiller cette problématique du statut DPS. Parallèlement à ces critiques sur le statut DPS, on a aussi fait un certain nombre de recours qui, eux, étaient relatifs au refus de transfert. Et de la même manière, on a critiqué un refus de transfèrement, donc 2012, 2013, et on a relancé les procédures en 2019 et en 2021. Et donc, de la même manière, à chaque fois, on faisait ici, on mobilisait comme argument l'atteinte disproportionnée que ces refus de transfèrement étaient susceptibles de pouvoir représenter au droit fondamental du droit au respect de la vie privée, donc l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que nous développions qu'il n'y avait aucune justification au maintien d'une détention sur le continent, puisqu'il n'y avait aucun risque en réalité à ce qu'il puisse y avoir un rapprochement et un emprisonnement à la maison d'établissement pour peine de Borgo, ce qui là non plus n'a jamais été entendu, et nous sommes remontés là aussi jusqu'au Conseil d'État pour essayer de le faire juger sans succès. Alors ce rappel pour vous dire quoi? Pour vous dire que, puisque nos débats concernent la question du statut DPS d'Ivan Colonna et du fait qu'il n'ait jamais réussi à être incarcéré ailleurs qu'à Arles, d'abord, vous le voyez, Ivan Colonna n'est jamais resté inactif. C'est-à-dire qu'on a, avec sa défense, essayé à tout crin d'obtenir la levée du statut DPS en l'attaquant de façon systématique, et ce devant des juridictions qui étaient des juridictions administratives de tous les ordres, premièrement. Deuxièmement, que de la même manière, la question de son transfert a été réitérée à multiples reprises, et de la même manière sans aucun succès. Donc on voit bien qu'il y avait une volonté manifeste de l'administration pénitentiaire de, un, maintenir le statut DPS, et deux, surtout, d'éviter qu'il puisse y avoir une incarcération qui intervienne en Corse. Et en réalité, les choses n'ont pu se débloquer, parce que vous savez donc évidemment que les choses ont évolué sur la question du statut DPS, puis sur la question de la possibilité d'une incarcération à Borgo, puis même sur la question d'une libération conditionnelle, précisément postérieurement à l'assassinat d'Ivan Colonna. Donc manifestement, par rapport à ce que je viens de vous dire, je ne pense pas que les raisons qui justifiaient le maintien du statut DPS à l'encontre d'Ivan Colonna, Pierre Alessandri ou Alain Ferrandi en 2021 ont fondamentalement changé en 2022. Bon. Donc il y a bien eu une volonté manifeste de la part de l'administration pénitentiaire, en considération de l'agression qui était intervenue, eh bien de voir la nécessité de ce statut et, par conséquent, on l'a dit, l'impossibilité d'une incarcération en Corse de façon différente. Ce qui démontre qu'en réalité, il n'y avait là qu'une question, qui était une question de volonté administrative, ou en tout cas de point de vue administratif, et certainement pas une question de justification juridique dans le maintien de ce statut. Voilà pour ce que je peux vous dire pour le passé. Un mot sur le présent. Donc aujourd'hui, je ne suis évidemment plus l'avocat d'Ivan Colonna. Je reste l'avocat de l'ensemble de sa famille. Et à ce titre, nous répartissons les rôles entre la partie administrative, dont j'ai plus la charge,
et la partie judiciaire, dont mon confrère Sylvain Cormier s'occupe et est l'un des avocats qui représentent la famille, donc il vous en parlera. S'agissant de la partie administrative, pour que vous sachiez où les choses en sont aujourd'hui, en pratique, le décès d'Ivan Colonna en détention entraîne nécessairement pour ses héritiers comme pour ses proches un droit à une indemnisation. Cette indemnisation, elle s'opère sur le fondement de la loi pénitentiaire qui pose un principe qui est que l'administration est nécessairement responsable d'un décès d'un détenu lorsqu'il intervient du fait de l'agression d'un autre codétenu. Donc nous sommes en plein dans l'hypothèse qui est la nôtre. Et dans ces conditions, nous avons engagé la responsabilité de l'État devant le tribunal administratif en sollicitant diverses sommes du fait de la responsabilité de l'administration dans le décès d'Ivan Colonna. Cette saisine du tribunal administratif, cette action contre l'État, elle a été initiée par l'ensemble des membres de la famille d'Ivan Colonna, à savoir ses deux parents, son frère et sa sœur, sa femme et ses deux enfants. Et elle a été aussi initiée au nom d'Ivan Colonna lui-même et donc au nom de sa succession. Donc, il y a eu des demandes qui ont été formulées pour l'ensemble de ces personnes. Il faut bien comprendre que, comme je vous l'ai dit, la responsabilité de l'administration en la matière, elle est engagée de par la loi, sans même qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une faute de l'administration. Et donc, notre saisine a cet avantage et cette limite. Avantage, c'est que globalement, il est assez certain qu'elle aboutisse. Limite, c'est qu'elle ne permettrait pas à un tribunal administratif de rechercher ou d'apprécier l'existence de fautes de l'administration, puisque la jurisprudence administrative veut qu'à partir du moment où il y ait une hypothèse de responsabilité sans faute, comme c'est le cas ici, eh bien, le juge administratif se borne à constater l'existence de cette responsabilité et fixe le montant des préjudices qui sont dus. Je peux rajouter ici, puisque ces faits ont été révélés par la presse, que le ministère, lorsque vous faites une demande d'indemnisation et que vous saisissez un tribunal administratif, vous avez l'obligation au préalable de solliciter le ministère et donc de demander au ministère s'il entend réparer le préjudice que vous évoquez. Et dans ce dossier, le ministère, en septembre dernier, a fait des propositions financières en termes de réparation à l'ensemble de la famille d'Ivan Colonna. Donc le montant là aussi global est accessible puisque la presse l'a évoqué. L'ensemble des indemnisations proposées à la famille s'élevait à 245 000 €. Et la famille a, en l'état actuel, accepté ces montants d'indemnisation. Et donc, pour les différents membres individuels de la famille, normalement, le tribunal administratif n'aura pas à statuer. Il reste néanmoins un point qui est assez déterminant. Je vous ai dit donc que les différents recours avaient été engagés au nom de chaque personne de la famille pris individuellement et qu'ils l'ont été aussi au nom d'Ivan Colonna lui-même et donc aujourd'hui au nom de sa succession. La succession d'Ivan Colonna, pour le moment, n'est pas résolue. Donc, en l'état actuel, elle reste toujours ouverte et elle n'est pas finalisée. Et dans ces conditions, il n'y a toujours pas eu d'acceptation ou de refus de la proposition de l'administration pénitentiaire en ce qui concerne Ivan Colonna lui-même. Donc, il existe toujours
une action pendante au nom d'Ivan Colonna lui-même devant le tribunal administratif, dont il faudra savoir si elle est maintenue ou non en fonction du règlement de sa succession. Mais en tout état de cause, quand bien même le tribunal administratif resterait saisi et rendrait une décision au nom d'Ivan Colonna, il n'y a guère de doute que cette décision soit une décision de condamnation. L'administration en avait suffisamment conscience précisément pour qu'elle fasse ses propositions d'indemnisation préalable, ce qui reste quelque chose d'habituel mais relativement rare, et elle fixera un montant d'indemnisation. Je terminerai ce propos, donc je vous ai parlé du présent, en vous parlant du futur, au nom de la famille. Je laisse sur la partie présente que la famille est constituée partie civile dans l'instruction qui est actuellement en cours contre l'assassin d'Ivan Colonna. Donc ça, c'est la partie qui est la partie de mon confrère Sylvain Cormier. Juste pour le futur, la famille attend évidemment beaucoup du travail de cette commission parlementaire. Car cette commission a des moyens d'investigation que, évidemment, elle n'a pas, mais que le juge judiciaire a peut-être, mais n'utilisera pas. C'est-à-dire que le juge judiciaire, aujourd'hui, qui est saisi de la question de l'assassinat d'Ivan Colonna, son but, c'est effectivement de comprendre comment cet assassinat a pu avoir lieu, mais il n'y a pas une recherche de responsabilité, de l'inaction ou des erreurs qui ont pu être commises par l'administration. Ce travail-là, c'est certainement celui qui vous incombe et que vous êtes en train de faire. Il est absolument déterminant car, en réalité, la famille, comme d'ailleurs une grande partie des Français, est dans un état de sidération face à l'agression dont a pu faire l'objet d'Ivan Colonna. Et chacun se pose toujours la même question, c'est comment est-il possible que cette personne, qui était un détenu particulièrement signalé, dont on a refusé systématiquement la possibilité de ne plus être soumis à ce statut, à qui on a interdit d'être rapproché de sa famille, parce que on a expliqué que cela devait être un des détenus qui était le plus surveillé de France. Comment cette personne a pu subir cette agression dans ces conditions aussi longtemps, sans qu'il n'y ait aucune réaction de la part de l'administration pénitentiaire. Et donc, la famille attend les conclusions de cette enquête parlementaire pour pouvoir comprendre, d'abord, mieux comprendre quelle a été la causalité qui a abouti à ce drame. Et au-delà de la compréhension intellectuelle, morale, il y a la question des actions juridiques qui sont susceptibles potentiellement d'être engagées, puisque selon la nature de vos conclusions, selon l'existence de fautes et de manquements de l'administration à ses propres obligations, la famille n'exclut en aucune façon de déposer plainte, qu'il s'agisse d'une non-assistance à personne en danger ou qu'il s'agisse d'une mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. Donc il y a la possibilité d'actions pénales qui peuvent être réengagées. La partie qui est la partie administrative est aujourd'hui quasiment terminée et résolue au bénéfice de la famille. Mais pour autant, il est certain que votre travail parlementaire, s'il donne suffisamment d'éléments pour pouvoir engager de façon sérieuse une action, sera suivi, très certainement en tout cas en considération de la volonté de la famille, d'une action judiciaire à l'encontre des éventuels responsables. Je vous remercie. Merci, Maître. Maître Davido. Je vous remercie de nous recevoir dans ce cadre, ce qui nous permet
d'exprimer effectivement, en ce qui me concerne, la position d'Alain Ferrandi, et la mienne d'ailleurs, sachant que je l'assiste depuis 2013, 2012 ou 2013. J'ai vu que les premiers recours remontaient effectivement à cette époque, après des maintiens de statut DPS par une décision de 2012. En aparté, je précise que ces actions dure à peu près 4 ans et que la dernière, qui avait été engagée en 2019, n'est toujours pas jugée. Et ça, je pense que ce sera un point de conclusion tout à l'heure. Donc, moi, je suis intervenue uniquement dans le cadre de la radiation du registre d'inscription détenus particulièrement signalés, sur les questions de transfert, sur des questions visant des autorisations de sortie pour des raisons familiales, comme assister aux obsèques de son père, pouvoir rendre visite à sa mère qui était très malade à une époque, etc. etc. Donc, s'agissant des recours, on a très vite, pour notre part, compris que la loi ne serait pas d'un grand secours. Et comme l'expliquait mon confrère Spinozzi, effectivement, on s'est heurté à pas mal d'embûches qui font que le résultat a été celui qu'on connaît, c'est-à-dire un résultat, un néant. Aujourd'hui, évidemment, nous sommes là et dans le cadre de l'enquête que vous menez suite à l'agression mortelle d'Ivan Colonna, laquelle a été évidemment un choc pour tout le monde. Mon client a été extrêmement meurtri, mais pas surpris outre mesure, compte tenu des défaillances, de l'arbitraire en fait, qui affecte la situation pénitentiaire, je dirais, en général, et les détenus que nous avons défendus, et celui dont pour Ivan Colonna, une issue fatale, je dirais même quasiment paroxystique de ce que sont effectivement ces défaillances et cet arbitraire. Alors, ce ne sont pas des mots qui sont prononcés au hasard, et je dirais simplement pour marquer le coup, c'est tout simplement parce que c'est une réalité. C'est un système qui est opaque, c'est une zone de non-droit, et qui laisse donc la place à des interventions qui sont tout sauf juridiques ou judiciaires, mais où on ne peut pas exclure une intention ou une position politique. Donc, nous avons engagé beaucoup moins de recours que ce que vous avez fait, enfin, ce qui était fait pour M. Colonna, parce que, effectivement, on les a maintenus pour le principe. Donc, il y en a quand même, je pense, à peu près 3 en cours. On les a maintenus pour le principe, effectivement, pour aller éventuellement les plaider plus tard devant les juridictions européennes, tout en sachant que le système laissait une voie totalement ouverte à cet arbitraire. Pourquoi cet arbitraire? Parce que déjà, cet arbitraire-là est contenu dans l'ordonnance DPS. Elle est induite dans cette ordonnance, enfin, dans celle de 2012, qui en fait ne prévoit que ça. C'est-à-dire que cette ordonnance de 2012, qui est venue modifier celle de 2007, elle la modifie. Pourquoi? Parce qu'il y a un arrêt du Conseil d'État de 2009 qui vient dire, vous êtes, faites attention, enfin, qu'est-ce qu'elle vient dire, cette circulaire, dans son préambule? Elle dit juste, écoutez, faites attention, parce que si on ne respecte pas le contradictoire, que moi je traduis par simulacre de contradictoire, si vous ne respectez pas ce contradictoire, eh bien, nos décisions vont être censurées. Donc, la seule vocation de cette circulaire, c'est de dire, faites attention, respectons le contradictoire, faisons semblant. Et d'ailleurs, je vais vous dispenser évidemment d'une lecture, d'une analyse exhaustive de cette circulaire que vous connaissez tous. C'est qu'on voit que, par exemple, lorsque l'on est en train d'évoquer la communication du dossier au Conseil, je pense que c'est en page 4 de cette circulaire, communication du dossier au Conseil, ou pas, parce que si on considère que effectivement la communication du dossier peut présenter un danger ou je ne sais quoi, ben non. Alors, qui décide
de ce qui est censé présenter un danger ou pas, on ne sait pas. Et de même que je rejoins tout à fait ce que disait évidemment mon confrère Spinozzi sur les critères d'application de cette circulaire, où on oscille entre... encore une fois, le fantasme des évasions, par exemple pour Alain Ferrandi, détenu depuis 17 ans à Poissy sans le moindre incident, le fantasme du maintien de l'appartenance à une organisation politique sans la moindre preuve. Et nous, en dernier lieu, j'allais dire qu'à bout d'arguments, il me fallait également, c'était également en raison de la personnalité de la victime, ce qui est un critère qui avait été ajouté aux critères retenus par l'ordonnance. Donc, je dis que l'ordonnance en elle-même permet absolument tout, et que s'ajoute à cela forcément ensuite des défaillances totales du système pénitentiaire, parce que là encore tout est possible. C'est-à-dire que il y a l'application de ce statut de DPS, bien que comment dirais-je, quelque peu formaté parfois, mais surtout dans ce qu'il entraîne de contraintes. C'est-à-dire que ce sont des réveils toutes les 3 heures, c'est une place devant c'est une cellule devant les miradors, ce sont des entraves, pieds, chevilles, mains et le tout relié par des chaînes, l'image du bagnard, c'est très simple. C'est encore des escortes 3 pour se rendre, pour subir des soins. Donc, mais tout ça sans aucun réel contrôle. Et lorsqu'on arrive à ces défaillances, si je mélange défaillances plus arbitraires, je dis qu'on arrive à l'agression de M. Colonna, c'est-à-dire pour 2 statuts, on avait 2 personnes, 2 détenus sous le même statut, pour des raisons qui sont quand même, qui méritent d'être explicitées en ce qui concerne, par exemple, l'application du statut, la façon dont le statut était appliqué à son agresseur. Je ne rentre pas là-dedans, puisque je ne suis pas dans cette cause, mais en tant que juriste et en tant qu'avocat et intéressé par ces questions, on s'étonne quand même. On s'étonne que, d'un côté, on a des détenus corses qui, pendant 20 ans, sous un statut de DPS avec ce que l'on sait des contraintes, et je ne vais pas me répéter, et d'un autre côté, un autre détenu qui circule librement malgré un passé, je vais dire, très inquiétant sur sa personnalité qui n'était pas celui de... Et il y a cette espèce d'application de la loi, application d'un système, encore une fois, je le répète, totalement arbitraire, et justement qui ouvre la porte et qui permet, qui entraîne les violences considérables sur un plan général qui existent entre détenus en prison, puisque je pense que depuis 2011, on recense chaque année 9000 agressions entre détenus et moitié moins avec les gardiens de prison. Et pour répondre, j'ai cru lire que s'agissant du nombre de DPS actuellement, il me semble qu'ils étaient 260 ou 270. Voilà. Un système pour 200 personnes. Bon. Donc, ce système qui est totalement délétère conduit à une sorte de paroxysme qui fait qu'effectivement, on en arrive à des agressions comme celle qu'a subi M. Colonna. S'agissant de M. Ferrandi, l'actualité est, comme vous le savez d'ailleurs, lui-même avait été agressé en 2005 à coups de boules de pétanque, ce qui avait entraîné une trépanation, ce qui a entraîné une procédure qui a duré, je pense, 4 ans, qui a été menée par 4 juges d'instruction. Lui-même, compte tenu des errements en fait du système dans le traitement de cette plainte, l'avait finalement retiré. L'ordre public a poursuivi mais lui-même avait retiré sa plainte du fait de ces changements de juge d'instruction. Enfin, l'idée de participer à une forme de simulacre de justice ou d'attention qu'on pouvait porter à son agression a fait qu'il s'en est retiré. Donc voilà ce qu'il en est de notre regard en fait sur ce statut de DPS.
mon confrère l'a rappelé, hein, c'est un statut qui est très malmené par les juridictions européennes à l'encontre de la France. Je dirais à juste titre, comme dernier exemple de ce que je voulais livrer comme, en ce qui concerne cet arbitraire dont je parle, c'est ce qui s'est passé pour Alain Ferrandi entre février et mars 2022. Alors d'abord, premièrement, normalement c'est un statut qui doit être révisé, revu chaque année, donc ce qui n'a pas été le cas. En 2021, le cas d'Alain Ferrandi n'a pas été réétudié. Donc en janvier 2022, j'ai considéré que la loi ne prévoyant pas de reconduction tacite du statut de DPS, celui-ci était radié, enfin, il était radié d'office des registres, du répertoire. Donc j'ai écrit à monsieur Castex en ce sens, en janvier donc 2022, prenant acte donc du non-renouvellement, de la non-réinscription, enfin bon, qui ne m'a pas répondu. Donc je lui ai réécrit quelques jours plus tard, en utilisant à tort ou à raison sur le plan strictement juridique le fait que le silence valait acceptation, donc on était radié. Alors ça a eu pour effet assez rapide en fait d'être reconvoqué évidemment pour le débat contradictoire et de relancer la procédure. Et là, on est le 22 février, le débat contradictoire a lieu le 3 mars, et le 22 février, non, monsieur Ferrandi est dangereux, on a tous les critères strictement identiques d'ailleurs à ceux qui ont été rappelés tout à l'heure, monsieur Colonna. Enfin bref, il n'en est pas question. Tous les motifs que vous connaissez, que je ne vais pas vous lire ici, le risque d'évasion, l'appartenance à une organisation, la dangerosité, enfin bon, bref. Donc là, on est le 3 mars. Et donc moi, pour le 3 mars, j'avais préparé un petit mémoire. Alors, tous les avis sont, enfin, avis défavorables, avis majoritairement défavorables à cette radiation, y compris d'ailleurs l'avis de la directrice de l'établissement, qui par une sorte de triple salto arrière avait changé d'avis par rapport aux années précédentes, puisque les années précédentes, elle était favorable à cette radiation, mais soudain, en 2022, patatras, plus favorable. On s'est posé la question de savoir si, par extraordinaire, ce ne serait pas dû au fait que le Premier ministre de l'époque avait dit qu'il se référerait à la commission locale, enfin aux avis de la commission, et que, est-ce que par extraordinaire, il ne fallait pas veiller à ce que cet avis soit défavorable. Donc, quoi qu'il en soit, triple salto, et donc avis défavorable, mais très très défavorable, hein. Vraiment là, pas question. Et puis je crois que c'est le 8 mars, ou plus du tout. Monsieur Ferrandi a fait amende honorable, son parcours en prison, en détention, peut laisser supposer que le travail de repentance, enfin bon, je ne vous lis pas, mais enfin, j'ai tous les documents que je vous communiquerai. Enfin bref, que les conditions sont réunies pour qu'il sorte. Alors, effectivement, j'ai envie de vous dire, comme illustration de l'arbitraire de l'application du texte, entre le fait qu'on ne statue pas pendant un an, mais que, bon, finalement, quelle importance. On ne répond pas, il n'y a pas de sanction, bon. Enfin, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien, voilà, c'est simple. D'ailleurs, on croit ne pas pouvoir répondre aux avocats, hein, entre parenthèses, hein, ce qui aussi est une illustration de la façon dont on est considéré parfois, enfin je ne parle pas des avocats, je parle des causes. Hein. C'est quand même, bon, voilà, on est quand même dans des cas. Ensuite, donc pendant un an, c'est pas grave, donc circulaire existe pas, enfin c'est écrit, hein, mais bon, c'est qu'une importance, de toute façon il n'y a pas de sanction. Bon. Et puis ensuite, le 3 mars, on n'est pas en mesure de sortir, et le 8,
Eh bien, le 8, si. Alors, évidemment, on sait ce qui s'est passé entre-temps, et j'ai entendu, j'ai réécouté certaines de vos entretiens lors des commissions. Et malheureusement, c'est loin d'être amusant, mais vous aviez utilisé, Monsieur le Président, le terme d'ardoise magique. C'est vrai que, effectivement, donc est-ce que l'ardoise magique est un argument juridique? Est-ce que c'est un fondement démocratique républicain? Pas à ma connaissance. Ce que je vois, c'est que cet exemple-là, ajouté à tout ce qui a pu être dit, cet exemple-là très concret, vient quand même illustrer l'aberration, pour ne pas dire plus, que constitue cette circulaire de 2012, laquelle devrait être tout simplement supprimée. Elle contient en elle-même les germes de toutes les défaillances et de toutes les errements que l'on vient de décrire. Elle est faite pour ça. À aucun moment elle ne prévoit un droit quelconque, elle ne prévoit précisément un droit quelconque, un réel contradictoire, de réels recours. Donc, pour conclure, et s'agissant de ce qu'on pourrait espérer, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même, par exemple, en matière de droit des étrangers, de rétention administrative, etc., on a quand même des juges administratifs qui réagissent dans les 8 jours. Alors, dans l'ordre, cette circulaire, pour moi, elle doit absolument disparaître. Et si on peut garder le plan, à la limite, pour se simplifier la tâche, il faut la revoir paragraphe par paragraphe et exiger tout simplement qu'on applique des règles basiques, fondamentales, qui sont celles de la preuve, qui sont celles d'éléments tangibles qui permettent de forger une opinion et pas rien, parce que là on est sur le domaine du rien. Et ensuite, pour conclure, c'est effectivement d'établir des recours dignes de ce nom. Donc, il peut y avoir des recours, d'abord comment dirais-je, en introduisant en fait dans les commissions des juges d'un autre, des juges pas civils, mais enfin bon, du judiciaire. Voilà, un judiciaire qui ne soit pas un entre-soi. J'entendais aussi l'autre jour que je ne sais pas si c'était justement pour le cas de M. Colonne, c'était M. Cassec qui disait que le PNAT était intervenu sur une demande de radiation. Bref, en tous les cas, que ce soit bien clair, que ce soit transparent, et qu'effectivement l'accès aux juridictions administratives, ce qui me paraît être le plus logique, soit accéléré et qu'on en finisse. Je vous transmettrai, mais je pense que Maître Spinozzi et mon confrère Cormier pourront le faire également, quand même l'aspect sidérant de ces procédures. Sur une décision de 2012, je pense j'ai dû avoir un arrêt de cour d'appel, la cour administrative, en 2016. C'est-à-dire que c'est 4 ans, ce qui n'a aucun sens. Autant dire qu'il n'y en a pas, ou que c'est une parodie de justice. Voilà. Merci, Maître Navido. Maître Cormier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Maître Navido, s'il vous plaît, votre micro. Voilà, comme ça. Voilà. Merci. Pour me présenter, je suis Sylvain Cormier, avocat spécialisé en droit pénal, et finalement j'interviens dans l'ordre chronologique après Patrice Spinozzi, en définitive. Yvan Colonna m'écrit en 2012-2013, et son combat, c'est de monter un recours en révision si c'est possible. Il a conscience, et moi aussi, et ça va nous unir quelque part, que ça relève du miracle judiciaire au sens moyenâgeux du terme. L'exécution impossible, le bourreau qui essaye d'appliquer la sentence, ça ne marche pas. Et il y avait miracle judiciaire lorsque la personne condamnée avait protesté de son innocence, et on arrêtait là l'exécution. Il y a quelques cas répertoriés. Quand je dis ça, parce que quand je vais le voir en 2013, il y a 8 affaires révisées depuis 1945, une tous les 10 ans, et évidemment le dossier de M. Colonna allait engendrer les plus grandes crispations du système judiciaire, et on s'y attendait.
je dois vous dire que sur ces près de 10 ans qui ont passé, un lien très fort que je qualifie d'amical s'est noué entre nous. Ce qui fait de moi un avocat, et un avocat qui par moments n'est plus tellement avocat, et je me méfie de moi-même, du coup, de ma propre subjectivité par rapport à ça. Je fais attention du mieux que je peux. Les combats étaient multiples. On s'est associé à Patrice Spinozzi, notamment sur le combat effectivement du répertoire, du maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés. D'abord parce que ce n'est pas qu'un répertoire. Quand vous êtes détenu particulièrement signalé, votre vie de prisonnier est altérée. Le maintien de votre vie privée et familiale est altéré. C'est le minimum que l'on puisse dire. Lisons les mesures de surveillance applicables dans l'établissement. C'est la circulaire du 15 octobre 82. Les cellules sont situées en priorité à proximité des postes de surveillance. La vigilance des personnels doit être renforcée lors des appels, des opérations de fouille, de contrôle de locaux. Il en va de même pour les relations qu'établissent les personnes détenues avec l'extérieur, ainsi que pour leur déplacement lors de leur cellule. La candidature, alors ça fait drôle de lire ça dans notre affaire, des personnes détenues DPS aux activités offertes en détention ou à un travail doit faire l'objet d'un examen attentif. La réunion dans un même lieu de personnes détenues DPS doit, dans la mesure du possible, être limitée, notamment en maison d'arrêt. J'ouvre une parenthèse. Le texte prévoit qu'il est possible d'être DPS, détenu particulièrement signalé, et en maison d'arrêt. Et le paragraphe suivant le dit aussi. L'affectation en maison centrale ou quartier maison centrale sera privilégiée. Et en fait, on est sur un texte éminemment arbitraire parce que les critères de l'inscription au répertoire sont très vagues et ils sont mal appliqués. Les critères, l'entête de la circulaire dit que les critères doivent être la dangerosité. Et la dangerosité, on l'a compris comme ça avec mon confrère Patrice Spinozzi, c'est la dangerosité actuelle, évidemment. Sinon, ça n'a pas de sens. Et en réalité, moi, je crois que j'ai participé à presque tous les débats contradictoires sur le maintien ou pas au répertoire DPS. C'était ubuesque. Parce qu'il y a un constat qui était fait par la prison, qui est élue, détenu correct, de confiance, correct avec le personnel. Le risque était considéré comme ordinaire, faible. Conclusion, il faut maintenir le statut de DPS. C'était surréaliste. Et pourquoi ? Eh bien parce que, comme vous l'a dit Patrice Spinozzi, les critères qui étaient retenus, c'était en fait les critères liés à la condamnation. Alors on nous disait l'appartenance de M. Colonna à la mouvance terroriste corse. Bon, ça, c'est la condamnation pour des faits qui relevaient d'un passé d'il y a 22 ans. Qu'il n'était pas établi qu'il aurait entendu rompre tout lien avec cette mouvance. Alors ça, c'est intéressant, c'est un critère que les juridictions administratives, à part l'espoir suscité par le tribunal administratif en 2012 et la cour administrative d'appel en 2014, c'est ça, ouais. Le recours de Patrice Spinozzi, hormis cet espoir-là, ces critères ont tout le temps été repris par la juridiction administrative. Mais comment vous démontrez qu'il n'était pas établi qu'il aurait entendu rompre tout lien? Comment démontrer quelque chose qui n'existe pas? Une négativité? C'est impossible. Vous pouvez dire ce que vous voulez, faire les protestations de foi que vous voulez, n'empêche qu'on vous dira, vous n'avez pas établi que vous entendez rompre tout lien. Et effectivement, le grave trouble à l'ordre public. Donc on a des critères très vagues qui ne sont même pas appliqués en réalité. Si on avait appliqué ces critères très vagues qui permettent l'arbitraire, Yvan Colonna aurait été radié par son comportement sans faille. Et en plus, on les détourne, on ne les applique même pas. Et on vient vous dire que cette inscription au répertoire, on lui donne des conséquences qui ne sont même pas prévues dans le texte. J'ai entendu dans votre audition, M. Urvoas, vous dire on ne pouvait pas faire un transfert puisqu'il était inscrit
sur les registres TPS, eh bien c'est faux. Le texte dit que la maison centrale doit être privilégiée, mais ce n'est pas interdit d'envisager autre chose. Ce n'est pas impossible. Donc on est sur des textes dangereux en eux-mêmes et qui en plus sont toujours interprétés dans une acception encore plus rigoriste que ce qui est prévu. Donc cet aspect des choses a conduit avec le temps de protestation en protestation dans ces débats, et c'est une accusation forte, mais c'est une vraie interrogation, et c'est là où je me méfie de moi-même et de ma propre subjectivité, et je vous le dis en toute transparence, mais ces dernières années, les 2 dernières années précisément, sont arrivés des incidents disciplinaires contre Yvan Colonna. Mai 2020, on lui reproche d'avoir pris des médicaments sans ordonnance. J'en souris. Il a un compagnon d'emprisonnement qui lui laisse ses cachets pour... Il a mal au dos. Ce sont des cachets sur prescription médicale. Il les prend sans consulter médicalement, et donc il reste des cachets. Lors d'une fouille, on trouve cela. Eh bien, il y aura un incident de discipline. Alors ça, c'est... Pardon, je vous cite, ça c'est en 2021. Celui de 2020, il a cantiné, c'est légal... enfin réglementaire, il a le droit de cantiner pour acheter un lecteur MP3. C'est possible. Ce qui, via l'administration pénitentiaire. Ce qui est impossible, c'est de nourrir ce lecteur MP3 avec les cartes SD qui sont le format qu'il faut utiliser avec le dit lecteur. Donc vous avez le droit d'acheter le lecteur, mais pas la carte. Évidemment, les prisonniers cantinent pour le lecteur, ils se débrouillent pour avoir des cartes. Et on trouve 3 cartes pour que Yvan Colonna écoute sa musique. Et il va y avoir cette procédure disciplinaire. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est les cachets. On le poursuit aussi pour une montre. Il a une montre qui peut être connectée, montre GPS, Garmin. Il s'en sert pour courir. Cette montre, il la porte depuis des années. L'affaire est pendante. Le tribunal administratif a mis encore, 2 ans, pour organiser une audience et s'est mis en délibéré. Nous verrons ce que cela donnera. C'était connu de tout, c'était pas caché, il faisait son sport avec, et on décide de faire un incident. Ça, c'est janvier 2021, et en février Yvan Colonna proteste et fait une grève de la faim, et ça donne lieu à un incident disciplinaire. Je vous ai préparé un petit dossier avec qui a dû partir ce matin, avec ces procédures. Moi, je me suis interrogé, je me suis dit, ne s'agit-il pas, pour la direction de la prison, d'habiller un petit peu mieux le dossier disciplinaire, qu'il ait l'air un peu plus détenu particulièrement signalé. Comme ça, on peut écrire, il y a des incidents. C'est tellement inepte de devoir intervenir sur des affaires de cet ordre que ça pose question. Parce qu'évidemment, à force, le décalage entre le constat de son comportement en prison et la conclusion définitive du processus de décision qui était maintien sur le répertoire DPS était la preuve en elle-même de l'arbitraire de cette procédure qui peut-être devenait trop grossier quelque part. Donc je vous livre cette interrogation telle que... Je pense aussi, je dois vous dire que j'ai été rejoint, et c'est une chance dans ce combat, par Emmanuel Mercigné et Stella Canava, et nous sommes pour les parents, pour son fils, partie civile dans le dossier d'enquête. J'ai suivi avec une attention plus passionnée les déclarations des directeurs d'établissement qui vous ont dit que Franck Elongabé avait c'est la mission d'information, ça, un bon comportement à Arles. C'était pas terrible avant, mais à Arles c'était bien, et ça justifiait qu'il puisse être oxy, comme on appelle l'oxy. C'est, vous le savez maintenant, c'est ces prisonniers qui peuvent se promener dans la prison pour effectuer un travail. Vous découvrez 5 incidents, dont un qui remonte à quelques jours,
finalement, avant son affectation, c'est nécessairement une interrogation majeure. Je le dis, je peux me tromper, mais je pense que la commission a soulevé un lièvre lorsqu'elle a interrogé les différents représentants du renseignement pénitentiaire en évoquant l'hypothèse que Franck Elongabé soit une source. D'abord, la réponse qui vous a été faite par les deux chefs actuels et passés et le délégué du renseignement pénitentiaire était absolument calquée sur le même, on va dire, la même construction. D'abord, on vous a dit que cette question elle-même relevait du secret défense. Et donc, il n'était même pas possible de dénier quoi. Et puis, dans un deuxième temps, on vous dénigrait le profil de Franck Elongabé comme source de renseignements intéressantes, isolée, caractérielle, etc. Première réflexion qui s'impose, s'il n'était pas dans le renseignement pénitentiaire une source, on vous dit il n'en est pas. Ce n'est pas en soi une atteinte au secret défense. Je ne suis pas un espion de la DGSE, si je le dis, je ne porte pas atteinte au secret de défense. Bon. Donc cette construction de réponse, moi, m'interpelle. Mais elle explique aussi, peut-être, si cela devait être confirmé, elle explique aussi peut-être pourquoi, malgré les incidents, Franck Elongabé devient oxy. Ça explique peut-être son mépris souverain des caméras de surveillance. C'est une agression qui dure 10 minutes, qui est filmée. Il se trouve qu'il y a plusieurs problèmes. Premier problème, il y a un problème de visionnage en direct. Deuxième problème, il y a une opération de maintenance. Il y a la société Sésame qui s'occupe d'une opération de maintenance sur les caméras à partir de 9h30 ce jour-là. Il a agi comme s'il savait cela. C'est peut-être une coïncidence absolument incroyable. Mais c'est peut-être pas une coïncidence. Et s'il est une source humaine du renseignement, il a pu peut-être glaner à droite, à gauche quelques informations auxquelles n'aurait pas eu accès un prisonnier, on va dire, ordinaire. Donc, je suis venu vous livrer cette interrogation que vous avez nourrie et qui me nourrit, moi, par rapport à cette enquête. Avec mes confrères, nous avons sollicité et nous avons été entendus par les juges d'instruction que soient gelées toutes les images des 280 caméras sur 5 semaines, jusqu'à 5 semaines avant l'assassinat. Nous avons lu avec effroi qu'à l'occasion d'une commission de discipline sur un des surveillants, l'administration pénitentiaire annonçait qu'elle avait détruit ces bandes vidéo, mais heureusement, cette demande en fait, a permis d'avoir une copie de travail qui est en ce moment exploitée dans le dossier d'instruction. D'une certaine manière, la famille et nous essayons par ces biais-là, par les demandes d'actes que nous pouvons faire au juge d'instruction, eh bien de pouvoir lever toutes les questions qui pourraient se poser clairement sur cette situation et sur le rôle exact de Franck Elongabé vis-à-vis de l'administration pénitentiaire et peut-être du renseignement pénitentiaire. Nous avons aussi soutenu votre interrogation en demandant au juge d'instruction, précisément sur ce point, de demander sur ce point précis, en plus d'une demande qu'ils avaient faite par eux-mêmes, la levée du secret défense sur cette question qui me semble fondamentale. Vous s'intéresser à l'affaire d'Yvan Colonna, c'est s'intéresser de très près à l'administration pénitentiaire. Et je voudrais lancer un avertissement à la commission, c'est que l'administration pénitentiaire est assez championne en matière de novlangue. J'en veux dire par là cette langue où on édulcore tout. La détention, quand un directeur de prison vous dit la détention, il entend par là les cellules, l'endroit où on garde les prisonniers. C'est un mot très étrange en lui-même. On détient le détenu aussi. C'est un mot très étonnant. On détient des choses.
La détention, ça ne concerne pas les êtres humains en temps normal. Et il y a une façon de présenter les choses de manière récurrente, très édulcorée, mais ça peut masquer des réalités extrêmement cruelles. Et c'était vraiment le cas pour Ivan Colonna. Nous avons nourri la conviction qu'il y avait une forme de vengeance froide d'État, bureaucratique, maintien au répertoire DPS, quoi qu'il arrive. Pour vous donner un exemple, quand Patrice Spinozzi et moi-même allons demander un rendez-vous pour voir Ivan Colonna, nous devons attendre 48 heures. Si nous ne prévenons pas 48 heures à l'avance la prison d'Arles, eh bien on nous dit que ce n'est pas possible d'organiser la rencontre. Pourquoi? Alors ces 48 heures seraient le délai indispensable, nécessaire pour organiser le trajet de la cellule au parloir avocat, pour qu'il ne rencontre personne, etc. Si on compare ces délais, ces précautions avec ce qui est la réalité de ce qui s'est passé, on est effaré de ce contraste. Comment peut-on être aussi rigoriste avec les avocats, avec le prisonnier, etc. Et comment peut-on laisser un assassinat se commettre pendant 10 minutes sans que absolument rien ne se passe? C'est assez sidérant. Alors moi, je partage l'avis de mes confrères sur le statut DPS. À mon avis, il doit être abrogé. Il n'est, en tout cas, sortir du domaine réglementaire et relever de la loi. C'est à la loi de donner des critères, de prévoir des recours effectifs, c'est-à-dire qu'ils puissent être dans des temps raisonnables, et des critères, j'ai envie de dire, rationnels, objectifs, qui donnent de véritables garanties quant à l'application de cette surveillance particulière. Pour l'avenir, nous sommes dans l'inconnu, nous ne formons pas d'hypothèses, nous avançons pas à pas, nous relevons des incohérences et nous essayons de tirer le fil pour avoir les informations. Et nous serons vraiment prompts à aller jusqu'au bout dans cette affaire. Merci beaucoup, maître, au pluriel, pour vos exposés liminaires. Je salue les députés qui nous ont rejoints, Madame Amiot, Monsieur Colombagne. Quelques réflexions à ce stade, à l'aune de vos propos, et de ceux d'ailleurs aussi différents, mais néanmoins, pour le coup, c'est ma vision à ce stade, convergents, sur l'histoire du statut DPS et sur les conséquences pour l'avenir pour ce statut des syndicats de magistrats d'hier. Puisque nous avons assisté à un débat entre syndicats de magistrats sur le fait qu'il fallait changer la façon de procéder sur la hiérarchie de l'intervention du politique en la matière. J'étais quelque peu agréablement surpris sur le fait qu'on admettait assez facilement dans le débat entre syndicats et la magistrature que la dimension politique était là, et prégnante sur la question de ce statut, sur certains détenus, et qu'il fallait, pour certains d'entre eux, de ces syndicats, aller à une judiciarisation, c'était leur point de vue. Vous parlez d'évolution législative, donc ça veut dire que c'est une reconnaissance par l'évolution de ce qu'il y a eu, même si c'est dit avec des mots différents, dans cette histoire douloureuse pour les 3 détenus. Je voudrais aussi dire que notre commission a quand même réussi à mettre en exergue, parce que forcément, on est dans une commission d'enquête, on pense que, et vous avez raison, que les administrations ouvrent le parapluie ou ont des propos très lissés dans lesquels on ne peut pas voir l'arbitraire, mais après, les comptes rendus écrits ne trahissent pas ce qui a été dit, ni par d'anciens gardes des Sceaux qui disent il n'y a pas eu gestion politique, mais il y avait une gestion particulière des détenus basques et corses sur lesquels une préparation particulière en raison de dimensions larges, ou du directeur d'administration pénitentiaire lui-même dans cette salle qui dit j'accède à l'idée que oui, effectivement, les critères de l'instruction ministérielle des DPS sont suffisamment larges. Vous avez parlé de vagues. 3 concernent l'administration pénitentiaire, de ces critères, 3 autres ne concernent pas l'administration pénitentiaire, d'autres acteurs interviennent. Et effectivement, le parcours d'Ivan Colonna était
correct, très correct, etc. Mais pour justifier, effectivement, les autres critères suffisaient à eux-mêmes, par rapport à cette notion de large et d'intervention d'autres acteurs, à ne pas permettre, ou à décider de ne pas permettre la levée. Donc c'était quand même une reconnaissance, un début de, peut-être timide, mais néanmoins qui n'existait pas jusqu'à ce jour de reconnaissance de cette dimension large. Et évidemment, nous avons eu aussi d'autres acteurs, je pense au juge d'application des peines antiterroristes, qui sont venus nous justifier, sans sourciller, le fait que la cavale, pour parler clairement, la situation pénale de départ des détenus, la relation fondée sur cette situation pénale, mais plus par rapport à l'évolution future supposée d'une motivation terroriste, un comité de soutien était égal à risque d'évasion. Alors je me dis, mais alors, je suis membre du comité de soutien, est-ce que vous pensez que je vais faire évader Yvan Colonne? Ça nous a été dit sans rire devant cette commission d'enquête. C'est la démonstration, la preuve par 9 que c'est un excès de raisonnement qui dénote une réflexion politique qui va au-delà du parcours de l'individu. Donc, jusqu'à Jean Castex lui-même qui promeut la réforme du statut d'EPS pour l'avenir. Et si je reviens sur l'intervention que nous avons eue avec l'ancien Premier ministre, et ce que vous avez dit, Madame Davido, sur concernant donc, les détenus à les cendres référents, donc on parle de 2020, 2021, 2022. Donc l'ancien Premier ministre ne se souvient, enfin, d'abord dit qu'il a pris la décision le 31 décembre 2020 concernant 17 décembre ou le 31 décembre 2020, je ne sais plus, concernant Pierre Alessandre, et décision donc négative pour le maintien du statut, mais sur la base d'une commission locale favorable à ce maintien. Je le contredis en disant que la commission locale de Poissy était défavorable, il conteste, et puis après il ne se souvient plus, mais il dit, mais le PNAT était très défavorable. De toute façon, le PNAT était très défavorable à cette levée. Donc il fait un aveu de circonstance qui est quand même important, même si mais vous y aviez ajouté, ça c'est pour la bonne connaissance de mes collègues qui sont là, l'autre élément, c'est-à-dire que durant l'année civile 2021, je reprends propos pour les biens, parce que c'est important, parce que ça fait suite à l'échange avec Jean Castex, il n'y a pas eu de commission locale d'EPS, que la même directrice de Poissy, la même commission locale d'EPS de Poissy, qui avait donné 3 avis favorables, enfin 2 favorables et un neutre, je crois, de mémoire auparavant, se trouve être réunie en dehors de l'année civile en 2022, pour cette fois-ci donner un avis défavorable, avis qui était censé suivre, sauf qu'il n'a pas suivi parce qu'on est postérieur au drame et qu'on a un changement lié au drame. Donc c'est important de situer cette période 2020, 2021, 2022 parce que c'est bien la démonstration, la preuve par 9, que c'est une gestion politique. Bon, voilà. Donc moi, la commission d'enquête a eu aussi cette valeur-là, puis de revenir sur le contentieux que vous avez évoqué, ou moi, regardant, n'étant pas juriste, mais regardant le contentieux, le fameux contentieux Toulon-Marseille, Conseil d'État, puisque c'est un argument qu'a soulevé le PNAT, le Conseil d'État, par rapport au DPS. Bon. Mais si je ne m'abuse, vous me dites, c'est aussi une information, mais une question, le Conseil d'État ne revient pas sur un des moyens évoqués qui démontrait une intention de nuire, c'est que le tribunal administratif de Toulon dit bien, subodore bien des termes clairs, qu'il y a bien eu une fausse, je l'interprète comme ça, mais c'est dit dans une supposée commission locale des PS de Toulon pour donner l'avis le 13 décembre 2011, avant le 14 décembre 2011 concernant Yvan Colonne. Donc, or, le Conseil d'État ne conteste pas ce fait, il dit simplement que la loi prévoit que le pouvoir politique et réglementaire prenne la décision, que c'est bien une décision conforme à la loi, puisque, si j'ai bien compris, le garde des Sceaux n'est pas lié, ni le Premier ministre n'est pas lié par les commissions locales. Donc, ça veut dire que c'est indirectement un aveu clair qu'il y a bien eu l'intention de nuire pour avoir une commission locale qui était construite de toutes pièces pour donner un avis négatif à ce moment-là. Ce contentieux a au moins permis de mettre en exergue de manière factuelle cet élément-là. Et évidemment, donc on est bien d'accord que les critères immuables figés parmi ces critères ont fondé une approche rigoriste de mon point de vue de portée politique en faisant, alors qu'ils sont mis en confrontation avec une réalité factuelle en même temps par l'administration, vous l'avez dit, parce que ça a été dit devant cette commission, risque d'évasion faible, parcours correct, très correct, jusqu'à le service d'insertion de probation qui nous a évoqué ce que je ne savais pas, le projet qu'avait Yvan Colonne pour les unités de vie familiale, avec des enfants, projet de bande dessinée,
avant le drame pour justifier de qui était Yvan Colonne, selon les propos même du directeur du SPIP à ce moment-là. Donc on a un grand écart qui est démontré dans cette commission, et on a encore aussi un grand écart avec le parcours en miroir de Franck Elongabé. Cela devient aujourd'hui des évidences. Voilà, c'est des évidences. J'ai simplement une question précise, parce qu'on est quand même dans... je veux dire, quand on aborde cette histoire-là, sous l'angle de la reconnaissance de ce qui s'est passé mécaniquement, et vous alimentez... Et j'avoue que moi, j'ai été agréablement surpris, j'insiste, hein, le débat qu'on a eu avec le syndicat des magistrats hier, sur ce point de vue-là, qui ont finalement alimenté cette dimension-là. On est aussi dans la démonstration que si Yvan Colonne avait été, même si ce n'est pas l'acte, même si ce n'est pas le contenu de l'assassinat ou le déroulé de l'acte, si Yvan Colonne avait été traité différemment, si le transfert avait eu lieu, il serait vivant. C'est aussi ça, les conséquences de la décision de maintien à tout prix du statut DPS. Donc c'est quand même une réalité importante, politique et morale, qui traverse notre commission, même si c'est à côté du parcours d'Elongabé et des autres éléments que nous avons à gérer. Donc on a eu, durant cette commission, un certain nombre d'acteurs qui ont été questionnés. L'instruction ministérielle de 2012 supprime ou ne fait plus état d'une commission nationale DPS. Puisqu'en 2007, on parle de commission locale, commission nationale, puis décision du garde des Sceaux. Or, devant cette commission, on a eu un certain nombre d'acteurs qui ont dit que, à la question posée, que pour eux, il y avait bien une commission locale DPS qui se réunissait, postérieure donc à 2012. Est-ce que selon votre expérience, votre pratique, est-ce que, on va dire, même si c'est un petit peu le discours que tient Jean Castex quand il dit que le PNAT était défavorable, donc il avoue que avant sa décision, il y a des acteurs qui interviennent de manière usuelle, on va dire. Je prends ce propos comme ça, en tout cas. Est-ce que vous pensez que cette pratique est restée usuelle, quand même, d'un filtre décisionnel ou de préparation décisionnelle politique, tel que semble le dire un certain nombre d'acteurs devant cette commission? En gros, elle n'existe plus dans les textes, la Commission nationale des PS, je dirais, depuis 2012, mais des acteurs se réunissent pour préparer la décision du ministre, soit garde des Sceaux, soit Premier ministre. Est-ce que la véracité d'une commission avec des acteurs qui étaient ceux de la Commission nationale, voire peut-être d'autres, se filtre? Je fais écho un peu aussi au discours de Mme Belloubet qui dit on préparait de manière particulière la décision pour les tenues basques. Est-ce que ça vous paraît crédible de penser qu'elle continuait d'agir, que ces acteurs continuaient d'agir pour préparer la décision, par exemple, d'un Premier ministre qui ne suit pas la commission locale d'avis favorable de Poissy? Je réponds. Moi, ce que je pense, c'est que s'agissant des détenus politiques, voilà, c'est que la décision, elle est déjà prise de toute façon par la commission locale ou au moment de la commission locale. Pour moi, tout ça, ça constitue un véritable simulacre, hein, de A à Z, et qu'ensuite, effectivement, avant la décision censée être rendue par le ministre, ça passe pas par une commission en tant que telle, mais par, je dirais, une réunion même pas de cabinet, enfin d'un service qui tout simplement lui transmet un rapport ou pas pour qu'il rende sa décision. Enfin, pour moi, c'est... je suis tellement convaincu que c'est cousu de fil blanc dès le départ et qu'il n'y a réellement aucun débat, aucune réalité au contradictoire, ni à l'argumentation, ni à quoi que ce soit, parce que si ça existait, on n'en serait pas là. Je reprends pas les arguments de mon confrère Cormier, mais enfin, on voit très bien qu'il n'y a pas de critères, qu'il n'y a pas d'éléments tangibles, qu'il n'y a pas d'objectivité. Donc de toute façon, on a décidé de maintenir, on décide de maintenir. Point. Je ne pense pas qu'il y ait eu le moindre examen visant à une étude contradictoire du sujet. Commission ou pas commission. D'ailleurs, à propos du ministre, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que moi j'avais été quand même très étonné de la question du déport de M. Dupond-Moretti après la réélection du président Macron. Parce que cette ordonnance de déport visait sa fonction de ministre pendant un mandat qui s'est arrêté qui a cessé par la démission du gouvernement.
Et je me suis toujours posé la question de savoir comment ce déport avait ressurgi après, dans ce nouveau gouvernement, après une réélection. Donc, est-ce que M. Dupond-Moretti est affecté personnellement de cette incompatibilité ou est-ce que c'est... Enfin, voilà, j'ai toujours été un peu surpris. D'ailleurs, j'avais également écrit au Premier ministre, je pense, sur cette question, parce que je me suis toujours interrogé sur ce système qui avait permis que ça se poursuive sans nouveau déport après la reconstitution, enfin, la recomposition, pardon, d'un nouveau gouvernement. Monsieur Colombagne a demandé la parole. Madame Amiot ensuite, excusez-moi. Maître Davido, il faudrait que vous appuyez sur votre bouton, s'il vous plaît, parce que sinon on n'entend pas. Voilà. Donc je disais merci d'être là aujourd'hui à vous trois. Je salue aussi Éric Barbolos et Comadi Souffrant qui a participé longuement à tous ces travaux et tous ces échanges ces dernières années. Si on vous entend, Madame Davido, en France, en fait, il y a des prisonniers politiques. On nous a longuement maintenu le contraire. Bon, je suis heureux de l'entendre ici, aujourd'hui. Non, je fais un peu dans la provocation, simplement. D'abord, moi, je voulais simplement saluer votre travail tout au long de ces années. Vous avez été lanceur d'alerte, malheureusement, d'une chronique d'un désastre annoncé. Voilà, nous avez longuement éclairé toutes ces dernières années. On a tenté d'alerter, nous aussi, pendant tout notre mandat. On n'a pas réussi à alerter. Je veux dire, tout ce qu'on raconte là aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir d'entendre parce que j'avais l'impression de passer dans être un mythomane parce qu'on ne nous croyait pas quand on racontait ces histoires-là il y a 2-3 ans auprès de nos collègues, quand on cherchait à expliquer tout ça. Je pense que Jean-Félix est peut-être un peu dans le même état d'esprit. On avait du mal à nous croire. Donc je suis heureux d'entendre ça aujourd'hui dans cette commission, vos propos. J'ai entendu évidemment sur le statut de DPS les recommandations, elles sont claires. Le combat continue. On va essayer d'exploiter au mieux toutes les informations que vous nous donnez. Merci encore pour votre travail. Monsieur Colombagne, appuyez sur le micro. Merci. Madame Amiot. Oui, merci Monsieur le Président. Merci à vous trois. Déjà, pour la mise en contexte des différents incidents justement qui ont concerné Yvan Colonna et que l'on peut maintenant réellement mettre en parallèle avec les incidents qui ont été aussi remontés concernant Franck Elangabé pour l'évaluation justement en commission du statut de DPS de l'un et de l'autre et du coup du traitement qui est fait. Et, enfin, là, on met en balance effectivement la possession de cartes SD qui vont dans un MP3 qui est légalement obtenu, en tout cas le MP3, avec des agressions. Enfin voilà, je pense qu'effectivement on peut maintenant vraiment évaluer. En tout cas, mettre en parallèle le traitement des deux hommes et de l'évolution de leur statut de DPS. Merci aussi pour avoir illustré ce qu'impliquait ce statut de DPS au-delà de ce qu'on pouvait voir sur le papier. En tout cas pour moi, qui ne l'ai pas expérimenté au même titre que mes collègues lorsqu'ils ont souhaité exercer leur droit de contrôle en se rendant une première fois à la prison de Arles pour rencontrer le détenu Yvan Colonna, si je ne dis pas de bêtises. Et qui se sont heurtés à un mur, qui n'ont pas pu le rencontrer, et d'entendre que ses propres avocats devaient prévenir 48 heures à l'avance, effectivement, personnellement, me choque. Je n'avais pas du tout conscience de cette réalité-là, et je pense que c'est important que tout un chacun dans cette commission d'enquête l'ait en tête, parce que ce statut de DPS, au-delà de ce qui est écrit sur le papier, à savoir d'avoir une cellule orientée particulièrement, d'avoir effectivement de ne pas pouvoir être détenu n'importe où, ne revêtait pas plus de réalité que ça, d'autant plus quand on connaît les circonstances effectives du décès, enfin, du moins de l'agression d'Yvan Colonna. Et finalement de la libre circulation de l'auxiliaire Franck Elangabé à ce moment-là. Donc vraiment, merci pour ces précisions.
Et j'avais une question, et qui va peut-être paraître un peu farfelue, mais probablement vous verrez où je veux en venir, concernant les indemnisations qui ont été faites à la famille d'Yvan Colonna. Et alors moi, je n'y connais strictement rien, savoir s'il y a des barèmes et ce genre de choses, certainement. Mais vous qui avez eu l'occasion de vous pencher sur la question, est-ce que les montants vous ont paru normaux ou particulièrement élevés, ou au contraire particulièrement bas? Voilà. Est-ce qu'on peut aussi chercher à creuser de ce côté-là une interprétation liée au montant? Alors, sur les montants qui ont été proposés, ils étaient significativement plus hauts que la moyenne de ce qui est susceptible d'être prononcé par les tribunaux administratifs. Et je pense qu'il y avait une volonté manifeste de l'administration, dans cette affaire particulière, de proposer une indemnisation plus importante que celle qui résultait des barèmes classiques, entre guillemets, sur des agressions de détenus ou des décès en détention. Voilà. Donc, oui, il y a eu très certainement une volonté d'essayer d'être plus généreux de la part de l'administration que si elle avait été simplement condamnée par le tribunal administratif. Votre question, d'ailleurs, en appelle de ma part une réflexion sur les questions que cette commission est susceptible de se poser s'agissant des évolutions et des préconisations que vous êtes susceptible de faire. Je quitte un instant un peu ma casquette d'avocat d'Yvan Colonna pour chausser ma casquette d'administrateur de l'Observatoire international des prisons. Le cas d'Yvan Colonna est évidemment un cas emblématique, symptomatique, qui met la lumière d'abord sur le statut DPS, mais aussi, et c'est important de le préciser, sur le risque des violences en détention. Et je pense que dans la réflexion que vous avez vocation à avoir, évidemment, il y a une réflexion autour de la notion du statut DPS. Je pense que de toutes les façons, l'administration pénitentiaire a besoin de statuts qui sont des statuts distincts, ou en tout cas chaque détenu a vocation à avoir un statut qui est un statut particulier. On ne peut pas traiter exactement de la même manière tout le monde, c'est certain. Mais ce qui est certain, c'est que le statut DPS, qui est un peu une marque au fer rouge et qui laisse une très grande liberté à l'administration pour organiser des détentions qui sont des détentions très exceptionnelles, fait partie des statuts qu'avec l'Observatoire international des prisons, nous commentons depuis très longtemps. C'est un statut qui entraîne un très grand nombre de suggestions pratiques, vous l'avez dit. On a évoqué effectivement les difficultés qu'il peut y avoir en termes d'organisation, mais il y a une surveillance particulière, donc tout déplacement se fait de façon entravée. Le cas échéant, il y a des surveillants particuliers qui sont affectés au statut de certains détenus qu'on appelle les ERIS, qui interviennent masqués, casqués. Il y a normalement une obligation de surveillance avec des réveils qui interviennent régulièrement. En tout cas, on rallume votre cellule. Donc, ce statut, il est évidemment attentatoire aux libertés des détenus et il porte une atteinte aussi bien donc à leur dignité que potentiellement à leur droit à une vie personnelle. Je pense que c'est important que votre commission s'interroge sur l'évolution de ce statut et la question de savoir à quel point il doit être mieux encadré et très certainement, puisqu'on touche à des libertés fondamentales, à ce qu'il puisse y avoir une évolution réglementaire, législative, qui permette de garantir l'absence d'un arbitraire, en tout cas d'un caractère discrétionnaire trop important de la part de l'administration. Et dans notre affaire, la question est susceptible évidemment d'être posée
du lien entre, comme je l'ai évoqué, le lieu d'incarcération et l'existence d'un statut. Mais cette interrogation sur le statut de DPS, à mon sens, ne doit pas cacher une autre interrogation qui est tout aussi grave et potentiellement beaucoup plus généralisée dans l'ensemble des prisons. On a vu que le statut de DPS ne concernait que certains détenus, qui est la question des violences en détention. Mon confrère vous a dit qu'il y avait à peu près 9000 cas répertoriés, et elle a parfaitement raison de le souligner. Pourquoi ? Parce que ces 9000 cas de violence en détention, tout le monde sait qu'en réalité, il ne recouvre pas du tout la réalité des violences en détention. Parce qu'il y a énormément de violences qui sont tues de la part des détenus eux-mêmes pour éviter des représailles ou au nom d'une forme de code d'honneur qui veut que les détenus ne se plaignent pas des violences qui peuvent exister entre détenus. Et même si on reste sur ce chiffre de 9000 agressions, sur une population qui oscille, hélas, entre 65 000 et 70 000 personnes en détention, ça aboutit à ce qu'on ait un taux de violence qui soit aux alentours de 12 à 13%. À titre de comparaison, le taux de violence dans la société française, dont on nous explique qu'elle est particulièrement soumise à l'insécurité, est de 1,5%. Ce qui veut dire qu'en pratique, en détention, vous avez un taux de violence connu qui est 10 fois supérieur à celui de la société française. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui est fait face à ça. En réalité, les violences en détention, elles sont traitées par l'administration pénitentiaire uniquement par le biais, on l'a évoqué d'ailleurs, d'actions disciplinaires. C'est-à-dire que les auteurs de violences sont susceptibles d'être poursuivis disciplinairement ou pénalement. Et les auteurs de violences, pardon, sont susceptibles d'être poursuivis disciplinairement ou pénalement. Et en réalité, c'est évidemment absolument insuffisant pour prévenir ce type de difficultés. Et je vous ai dit que, en ce qui concernait Yvan Colonna, il existait dans la loi pénitentiaire une disposition spéciale qui prévoyait qu'en cas de décès d'un détenu en détention dû aux violences d'un autre codétenu, eh bien, la responsabilité de l'administration soit engagée sans faute. C'est le cas pour les décès en détention, et je vous dis ça comme si c'était une évidence que c'est la loi pénitentiaire. On est passé au début du XXe siècle à une responsabilité qui était une responsabilité possible de l'administration, même dans l'hypothèse de décès, à la condition de la démonstration à l'époque d'une faute qui était une faute grave. Hein. Bon, il faut savoir que il y a une grande évolution du droit pénitentiaire à travers l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'État, en particulier entre les années 2005 et 2015, qui petit à petit a introduit des exigences des libertés fondamentales sous l'aiguillon des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et sous l'aiguillon des contentieux, entre autres, menés par l'Observatoire international des prisons. Mais il faut bien voir que la détention est un lieu qui est globalement rétif au droit. Bon. Et le droit s'y introduit de façon forcée, soit à l'initiative du juge, soit évidemment à l'initiative du Parlement. Tout cela pour vous dire que, hors les cas de violence extrême qui aboutissent à un décès, toutes les violences en détention ne sont susceptibles de permettre d'obtenir une indemnisation de la part de l'administration pénitentiaire qu'à la condition de la démonstration de l'existence d'une faute de l'administration. Or évidemment, cette faute est très souvent extrêmement difficile à rapporter, en particulier pour des détenus. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que cette commission est certainement l'occasion de réfléchir à la notion du statut de DPS et des conséquences qu'il est susceptible de pouvoir avoir pour les détenus qui y sont exposés, mais aussi, je tiens à insister, à ce qu'il n'y ait pas une absence de réflexion autour de cette question des violences en détention qui sont aussi évidemment la cause et qui ont abouti aujourd'hui au décès d'Yvan Colonna. Merci, maître. Est-ce que pas d'intervention à ce stade?
Merci, Maître Cormier, aussi d'avoir précisé que, je crois que c'est l'instruction ministérielle que vous avez, l'instruction DPS que vous avez lue sur l'histoire de les centrales sont privilégiées en n'interdisant pas les maisons d'arrêt, parce que c'est un argument, 2 arguments nous ont été évoqués ici, notamment par, vous avez cité M. Hervois, qu'on ne pouvait pas lever le statut DPS parce qu'il n'avait pas fini sa peine de sûreté, c'était avant le 9 juillet 2021, donc il ne me semble pas qu'il y ait un lien mécanique, donc c'est une interprétation. Mais on aurait pu raisonner autrement, on est bien d'accord sur ce point-là. Et le deuxième point, qu'il fallait absolument aller en centrale, parce que ça fait écho évidemment à l'échange que nous avons eu, que je rappelle ici, sur l'engagement qui a été pris, y compris les marchés qui ont été lancés, pour les 3 détenus concernant, pour l'aménagement de la sécurité de la centre de détention de Borg, je parle des années 2020-2021 donc, puisque c'est un échange que nous avons eu avec Jean Castex qui a admis qu'avec son cabinet, ces discussions ont eu lieu. Même si l'administration pénitentiaire dit n'avoir jamais eu d'études, émissionné pour une étude en la matière, et malgré l'inspection de fonctionnement de la centre de détention de Borg, qui ne parle pas certes des DPS, mais qui parle de la spécificité du centre de détention de Borg, qui doit accueillir des détenus, et qui accueille 5 détenus nationalistes corses, et implicitement qui pourrait en accueillir d'autres. Donc ça veut dire qu'effectivement, pratiquement, ils auraient pu décider de transférer et d'aménager le centre de détention de Borg pour ce faire, même en l'état du statut de DPS, les textes ne l'interdisaient pas. C'est important, à mon avis, de le dire factuellement aujourd'hui, puisque nous sommes là aussi pour parachever, évidemment, ce point. Pas d'autres interventions. Il me reste à vous remercier d'avoir participé à nos échanges, d'avoir nourri nos travaux, et puis ils ne manqueront pas, je suppose, de nous tenir informés de la suite qu'on donnera à travers le rapport et d'autres initiatives suite à ces travaux de la commission d'enquête parlementaire. Merci.